On devait bien y arriver un jour, hein. Le fameux conflit israélo-palestinien. C'est le fameux conflit hein, dans tous les films où quand on voit deux personnes qui s'embrouillent directement, j'ai envie de dire, c'est le plus gros débat planétaire. Hein, c'est celui qui, ça fait, je crois, maintenant 20 ans que cette blague existe du fameux débat politique sans issue. Ces derniers temps, ça commence à exploser du côté d'Israël. Et on va un petit peu mettre son nez là-dedans parce qu'il faut bien et parce qu'en plus, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant sur plein d'aspects. Mais avant de commencer, on va mettre directement les choses au clair. On n'est pas ici on n'est pas ici pour affirmer des choses, mais bien pour réfléchir autour des choses. Je ne dis jamais que je dis la vérité, d'accord? Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez surtout pas à le dire de manière constructive dans les commentaires, je le rappelle. Mais pas la peine d'insulter, pas la peine de vous énerver, pas la peine de... Voilà, si vous trouvez qu'il y a des trucs que je dis et qui vous paraissent débiles, plutôt que de vous énerver, par exemple, n'hésitez pas à le dire gentiment dans les commentaires et à donner vos propres arguments, ce sera avec plaisir qu'on les analysera. Voilà, ici, le but c'est vraiment de réfléchir, on va essayer de mettre un maximum de nuances. Et moi, voilà, je vous le dis, voilà, je suis pas un professionnel de conflit israélo-palestinien. C'est un sujet qui m'a longtemps rebuté parce que ça me paraissait très lointain géographiquement et hyper compliqué. Et en réalité, plus je mets le nez dedans, et plus en fait ça me paraît assez clair et simple comme situation. Et clair et simple, mais pas en faveur de l'un ou de l'autre, mais juste dans le fait que, dans la nuance quoi. Je vais le dire un peu comme ça. Mais bon, on doit mettre les mains dedans et vous allez voir que finalement les sujets qui clivent le plus sont peut-être finalement les plus faciles à traiter, je pense. Hop, c'est parti. Conflit israélo-palestinien, une situation plus explosive que jamais. Alors avant ça, je vais dire moi ce que je sais du conflit israélo-palestinien, parce que l'article ne reprend pas tout, et reprend surtout les derniers jours. C'est pas un gros article d'analyse. Le conflit israélo-palestinien, ça a commencé donc après la Seconde Guerre mondiale, après le génocide terrible des Juifs par Hitler. L'Europe décide de faire un geste. Je rappelle qu'à l'époque, l'Europe était très antisémite. L'antisémitisme, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, malheureusement. Et en fait, c'est assez simple pourquoi ça existe. C'est parce que, malheureusement, les Juifs étaient en minorité avant, au Moyen-Âge, et notamment, ils pouvaient manipuler l'argent, alors que beaucoup d'autres religions ne le permettaient pas, en tout cas en Occident, en Europe. Et du coup, très vite, je vais le dire comme ça, mais très vite, les Juifs furent des boucs émissaires, en fait, en Europe, car ils étaient une minorité, et il n'y a rien de plus simple finalement, hein. Quand il y a la merde dans un pays, il suffit de regarder aujourd'hui, c'est la même chose avec l'islam. Quand il y a une minorité dans un pays, quand il y a une crise dans le pays, vous dites « Ah ben c'est de la faute de la minorité », et puis hop là, c'est bon, tout le monde se tourne vers la minorité, tout le monde se déchaîne, et personne ne voit finalement les vrais problèmes. C'est une façon d'éviter les problèmes. On l'a vu, on le voit aujourd'hui avec l'islam, on l'a vu par le passé avec les juifs, mais on l'a vu aussi notamment avec les luthériens, donc les protestants, hein, et avec les catholiques dans certaines régions du monde, par exemple. Donc c'est vraiment quelque chose d'universel, c'est pas... c'est vraiment... Et ça peut être, voilà, les religions, c'est le plus facile, c'est pour ça que ça a souvent été les religions, mais il y a aussi, voilà, beaucoup d'autres facteurs qui peuvent rentrer en jeu, que ce soit la couleur de peau, etc., etc. Je vais pas vous refaire toute l'histoire. Bref, donc, Seconde Guerre mondiale, on arrive un peu à l'apogée, finalement, de la monstruosité avec le génocide d'Hitler. Et, on n'a pas tué tous les Hitler, hein, le génocide juif fait par Hitler. Et donc, l'Europe, un peu, je pense, dans un élan de honte aussi, je crois, quand même, d'avoir fait émerger cette haine envers une catégorie de la population, et en peur aussi, parce que
Après la Seconde Guerre mondiale, le monde commence aussi à changer. On se rend compte que des minorités, il y en a de plus en plus, hein, et qu'on n'est pas finalement juste une seule nation face envers et contre tout, mais qu'on est une nation avec à l'intérieur plein de minorités, quoi, en fait. Hein, je veux dire, pour plein de raisons différentes. Pour plein de spécificités différentes. Du coup, on décide de donner une terre à cette partie de la population. Mais voilà, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on l'a mis là-bas au Moyen-Orient, parce qu'en vrai, la place est complètement stupide, hein, on va pas se mentir. C'est vraiment au milieu de nulle part, hein, à l'époque. En fait, on l'a mis là justement parce que c'est au milieu de nulle part, c'était une colonie, il me semble, anglaise, ça faisait chier personne, et comme ça, c'était une façon un peu de, mine de rien, voilà, on accepte les juifs, mais on les vire, quoi. On les met sur le côté, hein. Alors, j'ai pas de source, hein, pour vous dire tout ce que je dis là, donc n'hésitez pas évidemment à mettre vos propres sources si vous voulez rectifier des choses, mais moi c'est dans mes cours d'histoire, j'ai fait voilà, une année d'histoire à l'université et c'est ce qu'on nous expliquait, voilà. Peut-être qu'on nous l'a mal expliqué, mais en tout cas c'est ce qu'on nous expliquait. Donc on l'a mis de côté, on l'a mis très loin et ça a arrangé tout le monde. Sauf qu'évidemment, du coup, colonie anglaise, mais donc qui dit colonie dit soumission, et donc il y avait des populations qui étaient déjà présentes là-bas. Ah oui, et je dis dans mes cours d'histoire, mais aussi par des articles, je vais essayer de les retrouver si je peux. Mais du coup, on les met là-bas. Et le souci, c'est que déjà, du coup, on va dire les autochtones, hein, les personnes qui habitent ces régions, le voient d'un très mauvais œil, puisque déjà ils étaient colonisés et qu'en plus, on vient leur imposer comme ça une présence, en disant en plus c'est votre terre. Donc ceux qui arrivent là colonisent finalement. Mais la particularité, c'est qu'ils colonisent mais sans se rendre compte, puisqu'on leur a dit, bah oui c'est bon, tout le monde est ok. On n'a pas demandé aux populations sur place si elles étaient ok. Et à l'époque, une autre minorité existait aussi, notamment justement les Palestiniens, qui eux aussi ont subi, mais du coup pas en Europe, mais plutôt au Moyen-Orient, étaient un peu les boucs émissaires du Moyen-Orient et donc ont été déplacés toujours petit à petit. Or, je suppose moi, mais ça c'est une supposition de moi-même, mais je suppose qu'ils sont venus s'installer près d'Israël, du coup, parce que c'était probablement un endroit, du coup, le plus accueillant, puisque c'est là où on acceptait finalement un peu les minorités. Donc ils sont venus s'agglutiner près d'Israël, mais quand même dans un autre pays, qui est la Cisjordanie, si je dis pas de conneries. Du coup, voilà, la Palestine a grandi en même temps que la Cisjordanie et Israël. Sauf qu'avec le temps, Israël devient quand même de plus en plus, là pour le coup, sa politique évolue. Les gens ne sont plus là-bas juste, voilà, ça devient un État. Ce n'est plus juste, j'ai envie de dire, un espèce de lieu de pèlerinage. C'est encore autre chose, c'est vraiment un État. Et c'est pour ça que là maintenant, on va le dire tout de suite, l'État d'Israël ne représente pas les Juifs. D'accord ? C'est un État. Un État ne représente pas une religion. C'est comme l'État islamique ne représente pas l'islam. D'accord ? J'invente, mais la Chine ne représente pas le bouddhisme. J'en sais rien. Enfin, voilà. C'est pas parce qu'on se dit de quelque chose que forcément on est son représentant. Moi, c'est pas parce que je dis que je suis le maître du monde que je suis le maître du monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, direct, on met les choses au clair parce que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les débats. Et c'est là aussi qu'on retrouve beaucoup dans l'extrême droite ici en Europe, des gens qui commencent à, voilà, qui sont par exemple pro-palestiniens, mais qui deviennent du coup aussi antisémites. Je parle notamment de gens d'extrême droite qui profitent en fait un peu de la cause palestinienne pour devenir antisémites. Non, c'est pas là, c'est pas des juifs qui sont en train enfin voilà, je sais pas, de persécuter une autre religion. Rien à voir. C'est un État. Israël est un État. Donc, et c'est ça aussi qui m'énerve, c'est quand je vois Netanyahou
qui dit oh ben s'attaquer à nous c'est s'attaquer aux juifs, non, non, des juifs il y en a partout dans le monde, et si Israël n'existe plus il y aura toujours des juifs, hein. Enfin je veux dire il n'y en a pas qu'à Israël des juifs, donc il n'y a pas de souci de ce niveau là, et je pense que ça il faut le clarifier, c'est hyper important. Puis maintenant je crois qu'on peut aller dans l'article, hein, et puis je vais donner mon opinion un petit peu de tout ce conflit petit à petit. Donc, les violences se poursuivent entre les territoires palestiniens et Israël au point que l'ONU dit craindre désormais une guerre à grande échelle. Oui, parce que c'est un des points d'inflexion, c'est qu'en fait, le gros souci, c'est que la Palestine est soutenue par les pays musulmans autour, évidemment, qui n'ont jamais aimé Israël, bon... c'est un peu un grand mot, mais évidemment il y a une symbolique derrière Israël, c'est la colonisation, c'est le fait que les Européens sont venus imposer un pays, quoi. Faut bien comprendre ça pour bien comprendre la géopolitique de l'endroit. C'est que vraiment, c'est comme si je venais chez vous, dans votre maison, et que je disais, voilà, bon, vous avez 2 étages, ben le premier étage, c'est pour eux. Voilà. Ben, ça vous ferait chier, quoi. Ça vous emmerderait sans vous en parler, et juste on vous l'impose comme ça, boum. Bon, voilà. Après, est-ce que vous en voudriez à ces gens-là? Ça, c'est une autre question, mais vous allez voir, c'est plus complexe. Chaque jour, depuis la mi-avril et encore plus ces tout derniers jours, des affrontements ont lieu, des tirs de roquettes vers Israël depuis la bande de Gaza et riposte de l'armée israélienne faisant au moins 55 tués et de nombreux blessés. Une escalade encore exacerbée ces derniers jours par la menace d'expulsion de familles palestiniennes de Jérusalem-Est dans le quartier de Sheikh Jarrah. Alors donc, je disais... effectivement, les pays autour d'Israël soutiennent en majorité plutôt les Palestiniens. Les Européens soutiennent plutôt Israël parce que non seulement voilà, ça fait de l'influence, hein, au Moyen-Orient, mais ça permet aussi notamment d'avoir des bases militaires. Enfin voilà, il y a toute une stratégie derrière qui fait qu'effectivement, notamment l'Amérique soutient énormément Israël. Concernant Jérusalem. Pourquoi Jérusalem, c'est la merde? En fait, les juifs et les musulmans, si je dis pas de conneries, parce que les Palestiniens sont musulmans, je pense, ont tous deux un point d'intérêt, c'est Jérusalem. Parce que, religieusement, Jérusalem a une importance. Évidemment, nous, quand on a viré les juifs d'Europe... Bon, je le dis comme ça pour rire, mais c'est parce qu'en histoire, on rigole beaucoup de ça. C'est les résolutions qui n'en sont pas vraiment, en fait. C'est quand on veut être discriminant, mais sans l'être. Et à l'époque, c'était un peu ça, quand on a mis les juifs au milieu de nulle part. Quand effectivement, on a mis les juifs là-bas, on a retiré Jérusalem, finalement, au Moyen-Orient. Finalement, à toutes les religions, si on veut. Pour la donner finalement à une seule. Et c'est bien là aussi le problème, c'est qu'en fait, ça devrait pas être le cas. Ça devrait pas être comme ça. C'était absurde. C'était une décision stupide. Mais bon, soit. Maintenant, c'est comme ça, et maintenant, Israël est un État, et voilà, c'est légitime pour Israël de choisir aussi qui rentre et qui sort de son État. C'est normal, c'est un État, d'accord? Le souci, c'est que justement, Israël, c'est un peu le dawa parce que les gens se sont beaucoup extrémisés là-bas. Et en fait, c'est ça qui est assez marrant, c'est que d'un autre côté, les Palestiniens aussi, il y a une grosse partie de la population qui s'est extrémisée. Et pourquoi ces deux parties se sont extrémisées? Simplement, quand vous êtes persécuté depuis des générations, que vous arrivez sur une terre et que tout à coup, ces deux populations persécutées se retrouvent et n'arrivent pas à s'entendre, elles ont moi c'est vraiment l'impression que j'ai dans tout ce que j'ai lu, et ça c'est vraiment une opinion personnelle, mais il y a forcément en fait, comment dire, une envie de se défendre, mais virulente à fleur, j'ai envie de dire, ces populations sont à fleur de peau, quoi. Dès que elles vont sentir la moindre agression, elles peuvent avoir cette envie de répliquer. Et pour le coup, c'est pour ça aussi que c'est ça qui est un peu marrant dans cette histoire, c'est que c'est le serpent qui se mord la queue, en fait. C'est que notamment Israël, c'est un peu triste à dire, mais ils n'agissent pas correctement. Et c'est pas pour prendre parti, mais ils colonisent quand même. Ils colonisent la Palestine.
ils bombardent avec des putains d'avions de chasse la Palestine. Et alors qu'en face, je veux dire, on voit le rapport de force, quoi. En face, ils tirent des roquettes. Alors oui, les roquettes, ça tue, bien sûr. Mais des avions de chasse. Avions de chasse et roquettes, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même force de frappe. C'est comme si moi j'avais un lance-pierre et que toi t'avais une catapulte. C'est pas du tout la même chose. Et en fait, c'est là où il y a un vrai problème de proportion. C'est que là-dessus, Israël devrait être beaucoup plus... Enfin, ça montre en fait plutôt que Israël n'a pas envie, en tout cas, de passer par la communication et la discussion. C'est qu'on a une vraie extrémisation vis-à-vis de la politique, en tout cas, israélienne. Et c'est là aussi on doit faire la différence, c'est que, comme dans tout État, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Tout Israël n'est pas derrière ses politiciens. Il faut pas déconner. Faut arrêter. Netanyahou, effectivement, est élu, mais c'est pas pour autant que tous les Israéliens le soutiennent à 100%, qu'ils trouvent qu'il faut tuer tous les Palestiniens. Non, il faut de la nuance. De la nuance, c'est hyper important. Et il y a notamment beaucoup d'Israéliens qui pensent que cette gestion est mauvaise. D'accord Et du côté palestinien, c'est aussi très compliqué. Et en fait, c'est pour ça que là, on est vraiment sur œil pour œil, dent pour dent, en fait. C'est que à chaque fois que les Israéliens bombardent, les Palestiniens vont riposter. Et inversement, à chaque fois que les Palestiniens vont riposter, les Israéliens vont bombarder. Et c'est ça la vraie complexité. C'est pour ça qu'en fait, les camps sont si clivés. C'est parce qu'en fait, on peut prendre n'importe quel camp. Vous pouvez être du côté israélien comme du côté palestinien. Vous trouverez des trucs. Vous trouvez des trucs contre l'autre. Forcément, en fait. Il y a eu tellement de couilles que c'est évident que ça va se passer comme ça. En fait, la vraie résolution pour moi de ce conflit est en partie internationale et en partie, évidemment, étatique, hein, puisque, effectivement, Israël... Il faudrait que la population se rende bien compte que là, Netanyahou, ce n'est pas juste un gars, même j'ai envie de dire, centre-droit. Voilà. Netanyahou, c'est vraiment quelqu'un de droite, voire même d'extrême droite. Alors j'avoue que je préfère prendre quand même des pincettes, et c'est peut-être juste de droite hyper conservatrice. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui est sûr de ses convictions quand même, sûr de sa politique, et qui a une politique aussi expansionniste. Maintenant, voilà, c'est pour ça je mets forcément de la nuance pour un sujet comme ça, parce que il y a... En fait, c'est vraiment le problème, c'est qu'il y a peu de gens qui sont capables, je trouve, dans ce conflit, de prendre du recul, de se poser, de se dire « Ok, maintenant je vais lire tout le monde, je vais regarder des deux côtés, et je vais partir en fait de la logique. » Parce que tout le monde se pointe du doigt en disant que l'autre est un monstre, et c'est très problématique. C'est pas comme ça qu'on résout un conflit, c'est comme ça qu'on l'exacerbe. Or, les Palestiniens, voilà, c'est vrai que ça fait longtemps qu'ils demandent une terre, et forcément, en fait, c'est compliqué parce que... on est en train de leur dire « Non mais tu prends des baffes et tu ne dois rien dire ». En ayant en plus une partie de leur population qui ont fait du terrorisme. Voilà, une partie de la population, du Hamas hein, notamment, qui ont fait des attentats en Israël, parce que, toujours dans cette, dans cette guerre, c'est l'extrémisme aussi. Il y a des extrémistes aussi du côté des Palestiniens. Mais en fait, plutôt que de voir ces côtés extrémistes, et c'est pour ça en fait le truc, c'est que je pense qu'il faut regarder plus loin en fait. Il faut vraiment regarder plus loin. Parce que ces côtés extrémistes, c'est bien beau, mais c'est juste en fait finalement... c'est des mecs qui valent pas mieux que ceux qui les persécutaient, que ce soit du côté juif ou du côté palestinien. C'est ça qui me fait beaucoup rire, c'est qu'en fait on se rend même pas compte à quel point... Moi je trouve que le conflit israélo-palestinien nous montre à quel point les persécutés peuvent devenir les persécuteurs en fait. C'est que devenir persécuteur, ça peut aller si vite, il faut être hyper prudent. Il faut être hyper prudent dans sa façon de penser et avoir un esprit critique. C'est hyper important. Parce que, en fait, littéralement, Israël
Dès qu'il y a quelqu'un, un des Israéliens qui meurt sous les roquettes des Palestiniens, ils vont en faire un martyr. Ils vont en parler à toute la population comme si c'était des monstres qui avaient tiré des roquettes au hasard et qui avaient tué une famille avec 2 enfants. Mais d'un autre côté, ils ne vont pas dire que eux, ils ont été bombardés et détruire un building de 10 étages, quoi. Alors, voilà, ni l'un ni l'autre n'est mieux, hein. Y a pas, tout le monde se vaut, hein, là, pour le coup. Mais en fait, c'est parce que c'est pas comme ça qu'on réagit, en fait. C'est pas comme ça qu'on réagit logiquement. C'est par la discussion. Il y a un moment donné, il y en a un, il doit être adulte, en fait. Il y en a un qui doit grandir et dire non, mais stop, maintenant, ça suffit. Maintenant, je sais que la Palestine, notamment, les Palestiniens, et c'est pour ça que là, moi, je pencherai plutôt légèrement, hein, calmez-vous dans les commentaires, mais je pencherai plutôt légèrement du côté palestinien, parce qu'effectivement, les Palestiniens ont fait énormément de main tendue vers l'Europe et l'Amérique, mais avec les années Trump, Trump n'a fait que exacerber les tensions en donnant tout ce que Israël voulait. Ça, c'est un fait, vraiment. Et en fait, c'était pas ça qu'il fallait faire. Son plan, quand on voyait son plan complètement malade là de donner en fait voilà, c'est comme s'il disait ben non, c'est voilà, Israël a totalement raison. Ben évidemment qu'à un moment donné ça va exploser en fait. Forcément, on le savait que ça allait arriver. En fait, c'est même à se demander s'il n'allait pas préparer le terrain pour son prédécesseur en fait. Mais bon, vu qu'il était si persuadé de gagner, je pense que c'était peut-être pas le cas. On ne saura jamais. Mais en tout cas, l'Union Européenne n'a pas fait son taf non plus. Parce que l'Union Européenne devait absolument... Ce conflit, il fallait le régler avant qu'il explose. Là maintenant, entre guillemets, c'est trop tard. Alors, je pense que c'est jamais trop tard. Mais il fallait agir beaucoup plus tôt. Les sanctions envers Israël, je pense, hein, étaient trop petites. Je pense qu'il fallait plus de discussions. Je pense qu'il fallait envoyer beaucoup plus de personnes, peut-être sur place, hein, de diplomates. Il fallait quelque chose. Il fallait quelque chose et on n'a pas été à la hauteur de ce défi. C'est triste, mais c'est comme ça. Bon, on va continuer à lire parce que quand même, ça appuie un peu ce que je dis et puis je reviendrai à la fin de l'article. Ça fait quand même 20 minutes qu'on discute, bref. Pour le professeur de droit international à l'ULB, François Dubuisson, tout le problème est que l'autorité israélienne ne peut pas étendre sa souveraineté et ses décisions sur un territoire qui est considéré comme un territoire palestinien occupé et qui, comme tel, devrait être régi par le droit de l'occupation. Ce qui est contraire au droit international, ajoute-t-il encore, c'est qu'Israël donne compétence à des tribunaux israéliens pour décider de questions de propriété qui sont en territoire palestinien occupé. Discrimination. Selon lui, c'est la législation jordanienne, en vigueur avant 1967, qui devrait être pertinente. Des familles palestiniennes ont dû quitter leur maison en 1948 des suites de la guerre et des expropriations pour s'installer à Jérusalem-Est. Ils sont de manière légale et légitime. Et les associations de colons d'aujourd'hui qui réclament ces maisons n'ont rien à voir avec les familles juives qui les possédaient peut-être avant 1948. Il y a bien discrimination, poursuit-il. Les familles palestiniennes n'ont pour leur part aucune possibilité de réclamer des propriétés perdues à Jérusalem-Ouest à la même époque. Jérusalem-Est est considéré comme territoire palestinien occupé, annexé illégalement par Israël en 1967 et confirmé par la loi solennelle de 1980. À Jérusalem-Est, les lois qui s'appliquent relèvent du droit international de l'occupation. On ne peut priver de propriété dans des territoires occupés qu'en raison de conditions très strictes, qui ne sont pas rencontrées ici. La puissance occupante ne peut pas adapter ni modifier la législation existante applicable telle qu'elle existait auparavant. Des arguments balayés par l'ambassadeur d'Israël en Belgique, Emmanuel Nachon. Désolé si je l'ai mal dit. Ces terrains ont été achetés par des associations juives au XIXe siècle. Le cadastre du régime ottoman-jordanien en est témoin. Les habitants actuels n'ont pas de titre de propriété. Et de souligner que la Cour suprême de justice d'Israël, à laquelle font confiance tant les Palestiniens que les Israéliens, n'a pas encore statué. C'est de la propagande, des compensations peuvent être trouvées pour ces habitants. La faute à l'autorité palestinienne. L'origine de ces nouvelles tensions, c'est du côté de l'autorité palestinienne et du Hamas. Alors, juste, en fait, pour bien montrer machin, voilà, pour bien montrer la différence, hein. C'est que, regardez, on a trouvé qui? C'est parce que pour moi, vraiment, dans ce conflit israélo-palestinien, c'est vraiment la clé, dans les argumentaires. On a trouvé qui pour parler de la situation des Palestiniens? On a trouvé un professeur de l'ULB, donc un professeur belge, de droit international, donc quelqu'un déjà qui n'est pas du pays, donc qui est probablement plus objectif,
qui est professeur, donc qui est reconnu par ses pairs, normalement, sur le sujet. Alors là, évidemment, c'est à voir vis-à-vis des... Normalement, il faut voir les publications qu'il a sorties, voir s'il est validé par ses pairs, etc. Mais normalement, s'il est professeur à une des plus grandes universités du pays, c'est que forcément, il est reconnu par ses pairs. Donc normalement, c'est quand même une source fiable. Donc on va trouver lui pour parler du problème israélo-palestinien. D'accord ? Et il pointe notamment que Israël fait quelque chose qui est contraire au droit international. Ok ? Et pour avoir un autre son de cloche, vous voyez, un autre son de cloche pertinent, on va chercher l'ambassadeur d'Israël. Alors pourquoi le journaliste fait ça ? Le journaliste fait ça parce que c'est toujours important évidemment d'avoir les opinions de chacun, c'est normal. C'est normal d'avoir... Enfin voilà, c'est normal pour se faire, c'est ce qu'on appelle l'esprit critique d'ailleurs, pour se faire une opinion la plus vraie possible, et pour se faire sa propre opinion, il nous faut tous les sons de cloche. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Mais ce qui est intéressant aussi dans l'esprit critique, c'est qu'on ne doit pas juste prendre les sons de cloche comme ils sont. Et ici, le fait qu'il n'ait pas trouvé de professionnel en droit international d'universitaire neutre, qui réussisse, reconnu par ses pairs, qui soit d'accord avec ce que Israël fait, et qu'ils aient demandé à l'ambassadeur israélien, qui est subjectif, qui se retrouve en plus ambassadeur, donc qui politiquement se doit de défendre ce que fait Israël. On peut se poser de grandes questions, en fait, quant à la légitimité que cette personne a de contredire. Alors peut-être que le journaliste a mal fait son travail, mais honnêtement, je peux vous le dire, vu moi déjà les hésitations que j'ai sur le sujet, je peux vous dire que les journalistes, ils savent, ils mettent pas les pécores en général sur ce genre d'article. Ils mettent pas les vieux... Non, quand même, normalement, ils vont chercher des gens assez fiables. Donc, en réalité, c'est pour ça aussi que je pense vraiment qu'Israël doit faire une grosse introspection, en fait. Et je pense que tous ceux qui sont pour Israël doivent vraiment écouter les autres sons de cloche et ne pas juste voir les morts. Parce que des morts, il y en a de tous les côtés. C'est une guerre. Dans les guerres, il n'y a que des perdants. J'adore cette expression parce qu'elle est vraie. On le disait déjà il y a 2000 ou 3000 ans. Je veux dire, c'est pas nouveau. C'est une guerre. Jamais personne n'a vu la guerre, sauf les dictateurs, empereurs, etc. Personne n'a jamais vu la guerre de manière positive. Ça, c'est une légende. Les guerres, ça ne fait que perdre. Ça fait perdre des vies humaines, mais pas seulement. Ça fait perdre économiquement. Ça détruit les économies. Ça détruit des... Enfin, voilà, c'est que du négatif. Donc, tout le monde y perd. Et en fait, je pense vraiment qu'Israël devrait faire une grosse introspection. Évidemment, ça ne veut pas dire que toutes les conditions des Palestiniens sont acceptables. Loin de là. Mais ça veut dire qu'en fait, il doit faire une grosse introspection et se poser la question, mais putain de merde, est-ce qu'on va pas trop loin quand même ? Parce que je rappelle aussi que c'est quand même les Israéliens qui ont la puissance de feu. Et normalement, quand t'es le plus fort, c'est ça normalement être adulte notamment, c'est quand t'es le plus fort, tu dois avoir ce recul de te dire, bon, je vais pas écraser plus faible que moi en fait. C'est à moi de prendre soin de plus faible que moi. Et c'est ça que je trouve très triste dans ce conflit, c'est qu'en fait, Israël oublie ses origines, qui sont malgré tout quand même un peuple qui était en exil, une population qui s'est sentie rejetée, et qu'elle a accueilli, voilà, c'était un État qui était censé accueillir à bras ouverts finalement les discriminés du monde. Et là, on fait face à tout à coup on fait face à un pays qui discrimine lui-même. Mais ça n'a plus rien à voir, je le rappelle, ça n'a rien à voir avec la religion, vraiment. Israël, c'est un État. Et il faut arrêter de voir ça, une guerre de religion, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Et quand on voit plus comme une guerre de religion, en fait, on regarde ça alors du coup avec diplomatie. On regarde ça d'un niveau, j'ai envie de dire, différent, moins émotionnel, et ça a beaucoup plus de sens. Ça a vraiment beaucoup plus de sens. L'origine de ces nouvelles tensions, c'est du côté de l'autorité palestinienne et du Hamas qu'il faut la chercher selon lui. Mahmoud Abbas, élu pour 4 ans il y a 15 ans, sentait qu'il allait perdre les élections au profit du Hamas. Et il a décidé de repousser les élections. Et cette montée de pression est un nuage de fumée qui a commencé par des violences sur le mont du Temple, esplanade des mosquées, dû à des jeunes qui voulaient en découdre et inciter à la violence. Le Hamas, armé par l'Iran, incite à la violence pour gagner à coup sûr ces élections. Se serait greffé ensuite le problème des expulsions. Nettoyage ethnique de basse intensité.
Pour Grégory Mosé de l'association belgo-palestinienne, il s'agit ni plus ni moins d'un nettoyage ethnique de basse intensité en toute impunité au niveau international. Quelques déclarations, pas d'actes, donc ça continue et cela se déroule dans un contexte électoral où Benjamin Netanyahou tente de rassembler une coalition avec des partis de plus en plus à l'extrême droite de l'échiquier politique. Une radicalisation de la société israélienne est en cours. Et voilà, ça c'est ça qui est intéressant, c'est que regardez les arguments des associations israéliennes, enfin je veux dire de l'ambassadeur israélien et de l'association belgo-palestinienne. Enfin, ils disent la même chose. Mais pour l'autre. Mais exactement là, enfin... Contexte électoral, contexte aussi ici, perdre les élections. Vous avez vu? Je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où on... Je sais pas, hein, je le dis vraiment, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où ça pue la merde? Est-ce que c'est pas ça qui pue la merde? Alors je le dis en rigolant et tout, parce que je pense que, voilà, faut pas se prendre la tête avec ce genre de truc. Faut surtout prendre du recul et mettre ses émotions de côté, et je pense qu'il vaut mieux aussi rire de ça qu'en pleurer. Je pense que, voilà, ça permet aussi de souffler sur des nouvelles parfois qui sont difficiles. Mais... ils disent la même chose, quoi. C'est pour ça que moi, j'aurais plutôt tendance à écouter, en fait, voilà, le professeur de droit, avant tout, en fait. Et le professeur de droit, il pointe d'abord Israël. Ça veut pas dire que les Palestiniens n'ont aucune faute, hein. Loin de là. Mais ça veut juste dire que, pour le moment, si on veut trouver une solution, il faut peut-être... C'est Israël qui doit faire le premier pas. C'est l'État qui doit faire le premier pas. L'État israélien. C'est juste ça, hein. Rien d'autre. Du côté palestinien, poursuit-il, ces élections prévues pour la première fois depuis 15 ans et repoussées dénotent aussi d'une sclérose du système palestinien. Une radicalisation et la communauté internationale est complice, affirme pour sa part Dima Issa, belgo-palestinienne. C'est contraire au droit international et je déplore le silence de la Belgique, dont le consulat est qui plus est installé dans le quartier de Sheikh Jarrah. Je déplore aussi qu'on renvoie dos à dos oppresseurs et opprimés. La fin de cette situation est du ressort de la puissance occupante. Dos à dos, oppresseurs et opprimés. Bref. Le Hamas a franchi la ligne rouge, dit de son côté Emmanuel Nachon. Bombarder Jérusalem, Tel Aviv, on ne peut l'accepter. Et nous prendrons les mesures nécessaires pour protéger la population. Nous refusons des pourparlers ou un cessez-le-feu pour nous retrouver de nouveau dans quelques jours ou quelques mois dans la même situation. Oui, la situation peut dégénérer. Nous sommes en guerre contre le Hamas, pas contre les Palestiniens ou les Gazaouis. Une autre population qui habite tout près, je crois. Nous sommes un État souverain. Nous appliquons nos lois. Nous sommes une démocratie, et Jérusalem, ville unie, est la capitale de l'État hébreu. Mais vous voyez, ça, par exemple, c'est pas normal. Je suis désolé, hein, vraiment, hein. C'est pas... Mais je trouve que ce genre de discours n'est pas normal. C'est pas normal. Et je veux dire, en fait, quand vous lisez ça, par exemple, et évidemment, ils sont pas... Voilà, et ce sont pas des politiciens, les autres, mais quand on lit que c'est contraire au droit international, voilà, je déplore, machin... Voilà, eux, ils n'ont pas parlé d'anéantir Israël. Ils n'ont pas dit un cessez-le-feu impossible. Et c'est pour ça que là, moi, pour le coup, honnêtement, avec tout le recul que je peux avoir, et j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal là à croire que la solution ne vient pas de l'État israélien. Là, j'ai beaucoup de mal. Et j'ai beaucoup de mal avec un État qui possède notamment des avions de chasse, qui peut détruire, enfin qui peut, s'il veut, raser la Palestine. J'ai beaucoup de mal, de sa part, de croire que tout à coup, enfin, proportionnellement, ça n'a pas de sens en fait. C'est comme s'ils étaient à 10 contre 1 et qu'ils disaient « Ah mais non, enfin, eux, on doit tout à coup, pas de cessez-le-feu possible !» Ça paraît, c'est très belliqueux. C'est hyper belliqueux. Enfin, je veux dire, si vous n'arrivez pas à le comprendre, prenez même du recul et dites-vous quelqu'un qui vous dirait ça. Quelqu'un qui dirait ça à la Belgique, par exemple. Ou la France, si vous êtes français. Là, voilà, on va prendre. La France a franchi la ligne rouge, vous imaginez dites de son côté Emmanuel Macron. La Belgique a franchi la ligne rouge, dit de son côté Emmanuel Macron. Bombarder Bruxelles, non attendez, bombarder Paris et, j'invente, mais Marseille, on ne peut l'accepter. Et nous prendrons les mesures nécessaires pour protéger la population.
Nous refusons des pourparlers ou un cessez-le-feu pour nous retrouver de nouveau dans quelques jours ou quelques mois dans la même situation. Oui, la situation peut dégénérer. Nous sommes en guerre contre la Belgique, pas contre les Belges ou les Flamands. Nous sommes un État souverain, nous appliquons nos lois, nous sommes une démocratie et Paris, ville unie, est la capitale de l'État laïque. Comment vous le verriez ? Vous imaginez ? Enfin, moi je trouve que ce discours-là, c'est choquant, c'est hyper choquant venant de la part d'un ambassadeur. C'est hyper choquant. Face au... je vérifie quand même que je me suis pas trompé de personne parce que... Ouais, non, c'est bon. Face aux résolutions des Nations Unies, Emmanuel Nachon estime encore qu'il y a beaucoup de nuances à apporter. Le professeur Dubuisson rappelle pour sa part que Jérusalem-Est est partie intégrante de la Cisjordanie, territoire palestinien. Et aussi qu'il y a peu de chances que des résolutions musclées puissent être adoptées par le Conseil de sécurité, car pour le moment, effectivement, les Américains protègent énormément les Israéliens, et Biden continue un peu dans cette voie. On verra ce qu'il en ressortira. Bref, voilà, c'est un peu tout pour ce conflit israélo-palestinien. Je vous demanderai vraiment, s'il vous plaît, d'être calme dans les commentaires. L'idée, c'est vraiment la réflexion, avant tout. Vraiment de réfléchir, de penser, de débattre. C'est ça tout l'intérêt. Il fallait en parler, c'est hyper important. Il fallait en parler, ça fait partie de l'actualité. Ce sont des actualités difficiles à traiter, dont tout le monde a peur, mais je crois qu'il faut, à un moment donné, rentrer dedans. Et je pense qu'il ne faut pas aussi avoir peur, parce que je crois que c'est ça le truc, il ne faut pas avoir peur d'admettre qu'on peut avoir tort aussi. Et moi, si dans 3 mois, des articles sortent en disant, voilà, que tout à coup, imaginons que ce professeur de droit dit « Ah mais non, l'État palestinien, là, non mais c'est abusé ce qu'ils ont fait, c'est monstrueux, c'est eux qui doivent prendre les sanctions », eh bien je n'aurai aucune... voilà, je serais totalement capable de le faire. Et ça, c'est vraiment la... C'est vraiment le point clé en fait d'un débat. C'est que c'est pas honteux de se tromper. C'est pas honteux d'avoir tort. C'est pas honteux. Non, c'est pas grave. Il vaut mieux avoir tort, avoir l'air con pendant 5 secondes dans sa propre tête, parce que souvent c'est pour nous-mêmes qu'on a l'impression d'être con de soi-même. Mais il vaut mieux franchir ce cap et devenir plus intelligent et grandir en fait, plutôt que de rester dans sa connerie et de juste continuer à ressasser des bêtises. Mais voilà, en guise de conclusion, tout ce que je dirais, c'est que le conflit israélo-palestinien, c'est, selon moi, Israël qui doit prendre les devants, parce que c'est Israël qui a la puissance de feu, et c'est Israël, je veux dire même, dans ce qu'ils disent, dans leur façon de parler, qui se disent plus, voilà, qui se disent un État démocratique, donc comme si, finalement, ils étaient plus forts, en fait, en quelque sorte. Moi, je le vois comme ça, en tout cas, dans leur discours, etc. Comme s'ils étaient plus justement, plus grands, plus légitimes. Et c'est donc eux qui doivent faire le premier pas. C'est eux qui doivent chercher le cessez-le-feu. C'est eux qui doivent aller parler au Hamas ou en tout cas aux Palestiniens pour trouver une solution à ce conflit. Et c'est un peu facile aussi d'étendre, mais sans demander l'avis aux populations locales. Donc je pense que c'est vraiment dans la discussion et dans le dialogue et pas dans l'extrémisme, parce que là vraiment Israël tombe dans un extrémisme, et en tombant dans cet extrémisme, il justifie l'extrémisme du Hamas et de la Palestine. Alors que oui, bien sûr qu'en Palestine il y a aussi des extrémistes, comme dans toutes les populations il y a des extrémistes, et en fait le truc c'est que, là avec l'argumentaire d'Israël, il donne juste une raison supplémentaire à ces extrémistes d'en convertir encore plus à l'extrémisme. Parce que là, à chaque fois en répliquant par des bombardements, les bombardements du Hamas, bah, à chaque fois, les gens... Israël fait la même chose, hein, mais à chaque fois, les gens vont s'extrémiser. Et c'est cette spirale-là, il faut en sortir. Il faut en sortir. Et pour en sortir, c'est celui qui est le plus fort, et donc ici Israël, qui doit... vraiment faire une introspection et accepter de discuter. Accepter le fucking dialogue. Parce que, qu'on soit clair, hein, que ce soit les Israéliens ou que ce soit les Palestiniens, tout le monde en a ras-le-bol hein, de cette guerre. Les Israéliens qui sont morts pour que dalle, pour des conneries de maison, et les Palestiniens qui sont morts pour des conneries de baraques. Je peux vous dire que les gens, ils ont d'autres choses à foutre dans leur vie
que de se battre juste parce que... Enfin, juste pour des choses qui peuvent être réglées en plus par la discussion, par le dialogue. Ok? Voilà, je pense que ça, c'est vraiment le point le plus important, quoi. N'oubliez pas que tous les humains veulent vivre et que personne ne fait la guerre avec plaisir, donc le mieux, c'est de l'arrêter. Voilà. N'hésitez pas à liker cette vidéo en espérant qu'elle était la plus nuancée, la plus intéressante et la plus complète possible. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner si ça vous a plu, évidemment. Et puis, sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Hein. Et évidemment, bon courage à tout le monde. Je souhaite vraiment de tout cœur que ce conflit s'arrête le plus tôt possible. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Allez, la bise. Ah non, pardon, ça c'est pour mon stream. La bise.